Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter ensemble l'incertaine et riche actualité, parfois politique, souvent économique et surtout financière. Donc sur le plateau de Smart Bourse, et ce soir nous avons le plaisir d'être accompagnés par 3 experts pour décrypter l'actualité du jour, mais j'ai envie de dire des semaines qui viennent et surtout qui vont s'écouler. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Vincent Juvin, ce stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent Juvin. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons également le plaisir d'être accompagnés par Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre Baradez. Bonsoir. Bienvenue également sur le plateau de Smart Bourse et nous avons le plaisir d'être accompagnés par Nathalie Pelleras, directrice générale de 4 Points IM. Bonsoir Nathalie Pelleras. Bonsoir. Et nous allons commencer avec vous Nathalie. Alors avant de revenir effectivement sur les sujets qui agitent les marchés financiers en ce moment, je voulais revenir quand même sur un petit point d'actualité. On assiste au premier défaut de la Russie. Alors un défaut qui était anticipé depuis la mise en place des sanctions européennes et américaines, des sanctions occidentales vis-à-vis de la Russie. C'est la première fois que la Russie ne peut pas s'acquitter de sa dette, en l'occurrence d'intérêts sur sa dette. On parle de 29 millions d'euros et de 71 millions de dollars. Est-ce que c'est un événement pour les marchés financiers, Nathalie Pelleras, aujourd'hui, le fait que la Russie ne puisse pas s'acquitter de sa dette? Non, c'est un non-événement, tant en montant, on dit c'est 100 millions globalement à l'échelle de dette ou des problématiques qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est absolument rien. Et deuxièmement, c'est aussi un non-événement parce que c'est plus technique qu'autre chose. C'est vraiment lié au fait que, de par les sanctions imposées à la Russie, il lui est impossible en fait de payer en dollars. Donc tous les avoirs sont gelés et donc il ne peut pas effectuer de virement. Tout a été bloqué, les systèmes des banques également. Donc c'est vraiment technique. Après, c'est un sujet de devise, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas effectivement, on attend un paiement en dollars ou en euros, elle n'a pas les moyens de le faire. Et elle n'a pas moyen de sortir, en fait, il n'y a pas d'argent, aucune banque n'accepte en fait de recevoir de l'argent émis en roubles. Donc c'est impossible. Et puis après, l'autre élément, il est que quelque part, là où vous avez des certificats qui permettent en fait de juger est-ce qu'il y a un degré, un risque sur une économie et donc sur un défaut de paiement parce qu'une fragilité, ces CDS, les crédits de défaut de swap, cela, ça fait déjà plusieurs mois qu'ils price en fait le fait que la Russie est dans une impasse macroéconomique qui pourrait amener sur un défaut de paiement total. Donc, l'effet le plus important, il est déjà anticipé depuis longtemps par les marchés. Et là, on est vraiment sur du non-événement, parce que c'est juste du technique et très peu en montant et donc très faible en impact. Les marchés sont vraiment beaucoup plus focalisés sur les problèmes énergétiques, les impacts que ça peut avoir sur l'inflation et donc sa politique de taux d'intérêt, plutôt que de savoir est-ce que la Russie va pouvoir payer 100 millions sur sa dette. Alors justement, on va y venir au problème énergétique. Juste avant, j'aimerais quand même continuer avec vous, Nathalie Pelleras, sur les sujets de banque centrale, cette fois-ci, et notamment en lien avec la Fed. Alors, on a vu un rebond des marchés financiers, que ce soit de part et d'autre de l'Atlantique, jeudi et surtout vendredi. Un rebond que les marchés essayent de maintenir aujourd'hui, non sans mal. On le voit sur le CAC 40, qui reste au-dessus des 6000 points, mais qui a du mal à revenir sur ses niveaux de clôture de vendredi, avec comme explication que l'anticipation d'une récession aux États-Unis viendrait pousser la Fed à revoir à la baisse la hausse de ses taux pour sa prochaine réunion de politique monétaire. Est-ce que, selon vous, ces anticipations de récession peuvent réellement faire bouger la stratégie de la Fed ? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses vraiment dedans. Il y a ce que maîtrise ou pas la Fed. Ce qui a mis un peu le feu aux poudres dernièrement, on a un langage de court terme, mais c'est vraiment les dernières semaines. Alors, pour les gens de marché, le court terme, c'est 6 mois à 1 an, c'est du court terme pour nous. Mais là, on est obligé de raisonner. Là, c'est l'ultra court terme. Exactement. Le revirement, c'est le 25 mai. C'est quand, en fait, Powell dit que, a priori, pour lui, le pic d'inflation est derrière. Et donc, là, les marchés commencent à se dire c'est bon, les banques centrales, la Fed notamment, va commencer à freiner, à être un peu moins au quiche. Et donc, ça repart à la hausse. Et puis, boum, les chiffres qui sortent au mois de juin, totalement l'inverse de ce qu'attendait en fait la Fed. Et donc là, les marchés price le fait que même la Fed, qui a quand même l'ensemble des données macroéconomiques, n'a pas suffisamment d'éléments pour pouvoir prévoir si le pic est passé ou pas. Bien sûr. Et donc on se dit, ils n'ont aucune maîtrise, mais ce qui n'est pas une critique, c'est malheureusement la situation qui fait ça, ce qui a fait que les marchés sont repartis dans l'autre sens en disant en fait, non, le pic n'est pas passé et donc les hausses des taux, le resserrement monétaire vont être importants et ça risque de provoquer une récession et on rentre dans cette spirale un petit peu baissière sur les marchés de par cette hausse des taux.
Ce qui a fait le rattrapage de fin de semaine dernière, c'est ce que j'appelle un feu de paille. C'est-à-dire quand les marchés montent sur une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que normalement, ce que les marchés devraient pricer, c'est la capacité de dégager de la croissance, à ce que les résultats des entreprises augmentent, que les marges augmentent. Oui, bien sûr. Et là, non, il y a juste eu un chiffre qui fait que, au final, on a eu des PMI, donc des indices d'activité moins bons qu'escomptés. Et donc là, on se dit, le durcissement de cette politique monétaire, ça va s'assouplir. Donc, moins de pression sur les taux. On se fiche que ça voulait dire qu'il y ait une c'est ça veut dire qu'en fait, on anticipait la mauvaise nouvelle, donc les marchés baissaient, la mauvaise nouvelle se confirme, et donc en fait, ça devient une bonne nouvelle du fait que du coup, il y aura un soutien peut-être plus important, ou en tout cas un arrêt du soutien moins important de la Fed. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, les marchés, étant donné qu'ils n'ont pas de repères macro et micro, ils jouent sur les valorisations. Ça joue pas sur ce que c'est pas les PMI qui vont faire que il y aura plus de profit warning ou moins. C'est pas ça que les marchés ne jouent pas la capacité de croissance des bénéfices. Ils jouent l'expansion ou la réduction des multiples de valorisation qui eux sont drivés par la politique de taux d'intérêt. Et donc en fait toute justification qui peut permettre, si les taux en fait baissent. Quand on valorise une action, 2 secondes, c'est rapide. Hein, c'est au dénominateur que vous avez en fait au taux d'intérêt. Donc plus les taux d'intérêt baisse, plus votre valorisation elle augmente. Bien sûr. Donc c'est juste mécanique. Et dès qu'on anticipe que les taux, la hausse va s'arrêter, boum, on repart à la hausse, on est prêt à payer un peu plus de multiples. Mais ce qui est important, après je pense que c'est intéressant aussi d'écouter les autres, mais c'est vraiment regarder sur quel type de valeur ça se fait. Tous ces mouvements-là, que ce soit depuis le début de l'année, au mois de mars, là où le marché en revient toujours, c'est sur toutes les valeurs défensives. Donc des secteurs sur lesquels vous avez de la visibilité, il n'y a pas une euphorie. Les valorisations ont remonté sur les technos récemment. Oui, c'est les valeurs de croissance. Mais ça n'a pas du tout compensé la correction qu'elles ont eue avant. Alors qu'en fait, dans tous les scénarios qui sont joués par les marchés, les valeurs défensives, des secteurs un petit peu défensifs, eux tirent plutôt bien leur épingle du jeu. On va en parler des valeurs. Juste avant, je reviens sur ma question initiale. Est-ce que vous pensez, du coup, maintenant que le pic d'inflation, on le sait qu'il n'est pas encore derrière nous, mais qu'il est devant nous, alors la question c'est est-ce qu'il est devant nous à 1 mois, à 3 mois ou à 6 mois, est-ce que vous pensez que ces anticipations de récession partagées par la Fed, par les analystes ou par les observateurs peuvent faire changer de braquet la Fed, ou en tout cas faire revoir à la baisse la prochaine hausse de taux? C'est vraiment les chiffres d'activité qui vont faire la politique de la Fed. C'est pas ce que les marchés font. Faut oublier, les marchés, ils sont là pour... C'est eux qui interprètent les propos de la Banque centrale. C'est pas du tout les banques centrales qui sont... dont la politique est dictée normalement par les marchés. On est beaucoup plus sur... Il faut que les indicateurs sur l'inflation, s'ils montrent 2 mois de suite que ça s'est un peu tassé, là, je pense qu'on pourra avoir un changement de la politique monétaire américaine, mais ce n'est pas un seul chiffre d'inflation qui sera suffisant. Vincent Juvin, même question un petit peu sur cette politique de la Fed. Alors c'est vrai qu'on a pas mal creusé le sujet, mais quand même, donc effectivement, en plus on attend l'indice PC Core jeudi aux États-Unis. C'est ce fameux indice qui est suivi par la Fed sur le sujet. Est-ce que vous pensez que on est aujourd'hui dans une stratégie de la Fed d'aller coûte que coûte casser cette inflation, ou au contraire que les anticipations de récession pourraient amener à voir les choses un petit peu différemment pour la Banque centrale américaine? Les anticipations de récession pourraient aider la Fed à casser l'inflation. Je pense qu'on le voit. D'ailleurs, la politique monétaire de la Fed jusqu'ici a déjà quelque part entraîné un ralentissement conjoncturel qu'on peut observer dans les PMI, mais surtout dans d'autres pans de l'économie américaine. Je pense notamment au marché immobilier. Je pense aussi aux salaires qui montrent déjà des premiers signes, en tout cas, de tassement. Donc, quelque part, on est en fin de cycle aux États-Unis, dans un cycle économique qui est beaucoup plus avancé que ce qu'on a en Europe. On a une politique monétaire qui est déjà finalement bien avancée, un resserrement des conditions financières qui est déjà effectif, et un ralentissement qui est palpable. Donc, en tout cas, on est sans doute pas loin du pic inflationniste. Alors bon, on l'attendait le mois passé comme la plupart des observateurs, donc soyons prudents. Mais enfin, je pense qu'au cours du trimestre à venir, on peut estimer que, en tout cas, la Fed a suffisamment ralenti l'économie que pour entrevoir, en tout cas, cette perspective de pic inflationniste. Et dans le sillage, on pourrait avoir une Fed qui délivre peut-être un peu moins de hausse de taux que ce qui est actuellement pricé. On verra. Actuellement, c'est l'inflation qui a toute la priorité. Demain, il y aura peut-être un plus juste équilibrage entre inflation et croissance, mais
c'est vrai que statistiquement, les risques de récession là, vont quand même augmenter significativement à partir de 2023 aux États-Unis. Donc ça fera une partie du job sur l'inflation pour la Fed. Donc je pense on n'aura peut-être pas 100% des hausses de taux qui sont actuellement attendues, qui seront réellement implémentées par la Fed. Et alors, si je vous suis, c'est-à-dire que la question n'est pas forcément pour la prochaine réunion de politique monétaire, mais peut-être pour dans quelques mois, notamment à la rentrée, où là, on pourrait avoir moins de hausses de taux que prévu, c'est ça ? Je pense, oui. Et puis, je pense qu'au mois d'août, on a traditionnellement Jackson Hole. Ce sera aussi un peu l'occasion de voir entre banquiers centraux quelle est leur lecture commune de cette situation et de voir, comment aborder sur le cycle monétaire la fin de l'année et surtout 2023. Mais je pense que oui, d'ici le mois d'août, d'ici septembre, on sera peut-être aux États-Unis dans un contexte d'inflation tout à fait différent. Si le mois passé, l'inflation avait été comme attendu en baisse, on serait dans un contexte de marché et de réflexion fondamentalement différente. Alors, à la fois, on a les attentes sur l'inflation qui devrait atteindre son pic au Q3 aux États-Unis. À la fois, attention en Europe où le pic inflationniste, il est plutôt en retard. Donc là, on n'est sans doute pas encore sorti des problèmes. Avant la fin du 4e trimestre. On sait que c'est évidemment largement dépendant de l'évolution du conflit en Ukraine. On voit qu'on est face à une crise énergétique sans précédent. Le G7 s'en empare encore aujourd'hui avec des appels à d'autres pays producteurs de pétrole de venir soulager un petit peu les marchés pétroliers. On voit que la France, comme d'autres pays, a été coupée du gaz russe. Donc tout ceci, finalement, c'est une épée de Damoclès pour... en tout cas le prix de l'énergie et les marchés énergétiques en Europe au 4e trimestre, et partant donc pour une inflation qui restera élevée au moins jusque-là. Alors, on va en parler de l'énergie juste avant, quand même, sur le sujet de la Fed. J'aimerais vous entendre aussi, Alexandre Baradez. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais votre vision un petit peu du sujet, parce que j'ai l'impression que quand je pose la question, quelle que soit la personne à laquelle je pose la question, le pic d'inflation arrive là très prochainement aux États-Unis. Pour autant, j'ai quand même l'impression que ça fait 1 an qu'on l'attend et qu'il n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'un pic d'inflation qui ne serait pas là en août ou en septembre viendrait remettre en cause un certain nombre de scénarios ? Ce serait assez curieux qu'il soit pas là. D'accord. Okay. Parce que, en fait, les marchés financiers, on commence à corriger. Si on se souvient bien, la partie la plus sensible des marchés, toute la tech non rentable ou autre, a commencé à baisser dès le 4e trimestre l'année dernière. Ça s'est fait sur une inflexion du discours de Jérôme Powell, avant qu'il tape du poing sur la table en janvier beaucoup plus fortement, mais déjà en novembre. Et c'est à ce moment-là que toutes les classes d'actifs les plus spéculatives, SPAC, IPO, les cryptos, tech non rentables, ont commencé à baisser. Et en janvier, ça a été les large caps, Nasdaq notamment, la partie valeur de croissance qui était très sensible. Et ça s'est fait donc alors que le contexte de croissance était très bon à ce moment-là, qu'on parlait pas du tout de l'Ukraine, ça n'avait pas encore débuté, ou autre. Donc le marché était déjà dans l'anticipation effectivement que l'inflation allait générer des mouvements de changement brutaux de la part des banques centrales. Là effectivement, on a des chiffres maintenant qui... Les marchés rebondissent effectivement après des PMI moins bons qu'attendus, mais aussi parce que le pétrole a pas mal lâché. On était à 123 il y a à peu près 15 jours, on est retombé à 101 $. Donc $20 en 2 semaines sur le pétrole. Et toutes les matières premières, le mois de juin était un mois assez remarquable. En moyenne, si vous prenez des indices synthétiques type Bloomberg, on est à moins 13, moins 14 depuis le sommet d'il y a 2-3 semaines. Donc je pense que c'est ça aussi que le marché prend, parce qu'il a décroché au tout début d'année sur les anticipations du durcissement de la Banque centrale. Donc dès que ça s'étend un peu sur les commodities, c'est un relais spéculatif, il y avait des gaps qu'on avait laissés ouverts, donc il y a un peu d'aspect technique aussi. Mais le gros problème, et on le voit sur l'Europe depuis quelques jours, c'est que le gaz repart en Europe. Alors, c'est pas la plus grosse composante de l'inflation, mais on voit que les anticipations d'inflation se tassent avec les matières premières depuis 2-3 semaines. Et ça, ce sont des éléments forts pour les banques centrales. On sait qu'elles regardent les swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans. Donc, ils se sont un petit peu retournés, mais là, depuis quelques jours, avec le gaz qui repart en Europe, eh bien, les swaps d'inflation sont en train de repartir. Donc, le gros problème, j'ai envie de dire, mais ça, c'est l'avis de tout le monde, je pense, c'est ça, c'est surtout la géopolitique qui pose problème. C'est que s'il n'y avait pas cette géopolitique, les banquiers centraux auraient des repères assez historiques pour gérer l'inflation, les salaires ou autres. Ce seraient des matrices assez classiques. Mais vous avez la géopolitique qui imprime aussi sur le sentiment des consommateurs, des chefs d'entreprise. Et donc, c'est ça qui rend la lecture délicate. Et donc, en gros, et je m'arrête là-dessus, il y a 2 interprétations à la baisse des matières premières. Soit on se dit, on arrive enfin à composer avec la géopolitique, on a faire en sorte, la pression mise sur les pays producteurs commence à porter ses fruits, les stocks stratégiques auxquels on a recours. Et donc ça rogne moins sur les marges des entreprises. Voilà, donc ça c'est le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'on arrive à composer, les matières premières baissent malgré l'Ukraine, ce qui est plutôt un bon signe. Le verre à moitié vide, et moi je suis un peu entre deux en ce moment, je pense comme beaucoup, c'est les matières premières baissent malgré l'Ukraine parce que le ralentissement économique est tellement lancé
que finalement, il faut aussi ajuster sur les comos parce qu'on va devant une récession. Et ça, ce serait... D'accord, donc ce serait un l'élément- effet de baisse qui irait jusqu'aux commodities parce que tiré par l'intégralité du marché. Ça peut être ça aussi. On D'accord. voit les indices de surprise économique aux États-Unis, ça fait 2 mois que les stats tombent en dessous des attentes. Alors aujourd'hui, bonne surprise sur les commandes de biens durables. C'est ça qui peut faire que la Fed, peut-être, enfin pas la Fed, mais que la récession ne soit pas là au Q2, parce que la Fed d'Atlanta, on rappelle, hein, le modèle de la Fed d'Atlanta, pour l'instant, c'est 0% de croissance au deuxième trimestre. Après, moins 1,2 ou moins 1,3. Donc on flotte avec la récession. Ça, c'est peut-être ça qui va faire en sorte que le PIB Q2 soit un peu au-dessus. Mais donc, la question de la récession, effectivement, est-ce que les marchés actions ont tout intégré ça ? Les multiples ont beaucoup dégonflé, mais il faut se souvenir que les multiples, on a 18 fois les bénéfices passés sur le S&P, post-crise subprime, on n'y est pas encore au subprime, heureusement, j'espère jamais d'ailleurs, mais on était à des 12 fois, 11 fois, 13 fois les bénéfices. Donc on sait aller plus bas s'il y a besoin d'aller plus bas. Alors, un sujet à la fois, on va revenir sur les valorisations, mais donc Nathalie Pelleras, question simple, mais Alexandre Baradez y a déjà répondu. Donc, effectivement, le sujet des matières premières en Europe, que ce soit le gaz ou le pétrole, de toute façon, le sujet, c'est l'énergie. Comment est-ce qu'on fait tourner les usines ? Comment est-ce qu'on se chauffe ? Quelques éléments. L'Allemagne qui rentre au niveau d'alerte sur le gaz. Le ministre de l'économie allemand qui explique que le gaz est devenu une ressource rare. La France qui annonce qu'elle aussi va peut-être se tient prête à rouvrir des centrales à charbon. On le savait pour l'Allemagne. La France, en tout cas, l'a mentionné récemment. L'appel des grandes entreprises énergétiques françaises à limiter au niveau de la population justement l'utilisation de l'énergie. Quand on en arrive là pour se dire qu'il va falloir que c'est le moyen pour remplir les stocks d'énergie avant la fin de l'été, on se dit qu'il y a quand même un vrai sujet. Est-ce que les pénuries d'énergie peuvent faire plonger l'Europe en récession à l'hiver prochain ? Est-ce que c'est ça le risque aujourd'hui sur le sol européen ? En fait, la difficulté sur ce segment des matières premières, dont la partie énergétique, c'est qu'il y a des forces un peu contraires. D'accord. Et entre la hausse des prix, qui de fait influence la demande en baisse, parce que plus ça coûte cher... le fait qu'on ait la réouverture chinoise, qui, elle, va faire que c'est l'inverse. Alors là, il y a une demande, la production, il faut produire, et donc ça se réouvre. Donc il y a une demande forte. Plus l'effet, à quel niveau on en est du cycle, et le rattrapage aussi sur les biens qui n'ont pas pu être livrés. Donc à court terme, on ne sait pas quelle est la force qui va l'emporter. Sur le côté énergétique, parce que là, ça concerne toutes les matières premières, y compris celles de production. Sur les matières premières énergétiques, le gros problème que l'on a, comme vous disiez, en Europe, c'est notre dépendance et la capacité surtout, le coût que ça va nécessiter de pouvoir, à court terme, c'est-à-dire à horizon de l'hiver prochain, avoir fait les investissements nécessaires pour faire redémarrer une compensation. Parce que même si on va négocier avec les pays producteurs du Moyen-Orient, même si on fait venir du gaz liquéfié et qu'on fait... De toute manière, ça ne se fait pas en claquement de doigts. Oui, le sujet, c'est le stock, c'est d'en avoir suffisamment. Et donc, c'est pour ça que partout en Europe, c'est malheureux à dire, on le sait, les centrales à charbon, elles vont fonctionner partout. En Allemagne, en France, parce que c'est le seul moyen de pouvoir un peu compenser ce manque. Je ne sais plus qui écrivait ce matin, un broker, une chose qui était assez basique, mais vraie, qui dit en fait l'enjeu là sur les matières premières énergétiques, c'est la demande. Et le seul moyen d'agir pour faire réellement un peu pression sur les prix à la baisse, c'est de temporiser le côté de la demande et que donc tous consommateurs, que ce soit entreprises, on réduise notre consommation. Donc là, ça veut dire que c'est un changement, c'est même plus du géopolitique, c'est du comportement social. Bien sûr. Ouais. Et ça, on peut tous volontairement aller dessus, mais comment le faire ? Et au bout de combien de temps est-ce que ça aura des impacts ? Ça, c'est très difficile à dire. Mais sauf que du coup, moi ma question, c'est quand on demande aux gens d'éteindre la lumière chez eux, hein, je prends un exemple très concret, ou de moins utiliser telle ou telle énergie, ça joue forcément sur la consommation et sur la croissance derrière, non ? Oui, alors ça joue oui et non, parce que ça dépend, en tout cas, dépend de l'économie. Ça dépend si vous voulez faire du vert ou pas du vert aussi. Parce que là, l'enjeu environnemental à court terme, c'est aucun moyen d'y répondre. Bien sûr, oui. Mais ça aussi, ça joue beaucoup parce que, mine de rien, toute la promotion de tout ce qui est électrique, évidemment, ça consomme moins de pétrole, mais derrière, il faut des centrales électriques pour produire. Oui, bien sûr. On consomme moins d'une énergie, mais on en a besoin d'une autre. C'est sur toute la chaîne qu'on doit intervenir. Donc, à court terme, malheureusement, pas la solution. Je pense qu'aucun des intervenants non long, ce sera un cumul de ces solutions-là. Mais c'est sûr que les prix des matières premières sont la conséquence de la demande et de l'offre, mais aussi une conséquence sur la santé économique mondiale. D'autant qu'il y en a encore qui ont, elles aussi, c'est vraiment un peu contradictoire. Prenez l'or, on parlait tout à l'heure. L'or, c'est en même temps une valeur refuge, c'est un actif sans rendement.
Donc on s'est rendu compte que les actifs sans rendement avec du tangible, ça a quand même plus de valeur que les crypto-actifs, par exemple. Mais c'est aussi une matière première qui sert beaucoup pour la transition énergétique. Donc c'est aussi une matière première industrielle. Alors, donc, et je prends que ça comme exemple pour dire que vous pouvez avoir des forces de rappel différentes sur le prix de ces matériaux. Et que là, on est vraiment un peu dans un brouillard. Vincent Juvin, même question sur ces tensions énergétiques peuvent-elles créer ou participer à une récession sur le sol européen, aux récessions au sens où effectivement on aurait 2 trimestres consécutifs de croissance négative, voire plus. Ça ne veut pas dire qu'on serait dans une crise profonde, mais est-ce que ça peut précipiter une récession sur le sol européen ? Oui, à minima, et ça peut même être une belle crise, ça peut être une crise très profonde. Je pense qu'il faut être clair sur ce plateau. Enfin, l'hiver 2023 est l'hiver de tous les dangers. Enfin, on va pas être catastrophiste, mais enfin, on a une conjonction d'éléments qui est quand même pas très favorable. Il est certain qu'on est très dépendant du gaz russe, et Vladimir Poutine le sait pertinemment bien. À la fois, on a plein de plans de contingence qui font que l'hiver 2024, on se fera sans doute en Europe se passer largement du gaz russe. Donc, si Vladimir Poutine a une carte à jouer, c'est l'hiver 2023. C'est là qu'il pourra réellement mettre une pression maximale sur les Européens, pour différentes raisons. On ne sait pas aujourd'hui s'en passer. On peut appeler nos partenaires au Moyen-Orient, aux États-Unis et autres pour faire venir du gaz liquéfié. C'est possible à terme, mais pas d'ici la fin de l'année. L'Allemagne construit en urgence un terminal de liquéfaction et en tout cas d'importation de pétrole liquéfié, de gaz liquéfié. La Pologne fait autant, mais enfin, on ne sera pas prêt à l'hiver 2023. Alors on voit que aujourd'hui c'est pas des menaces. Fermer le robinet du gaz, c'est déjà en pratique. La France en est victime, les Pays-Bas, la Pologne, et j'en passe. On a alors cette situation par ailleurs interpellante sur le pipeline Nord Stream 1 qui, pour des raisons soi-disant techniques, ne délivre pas ce qu'il doit délivrer. Donc on verra, il y a cette période finalement de maintenance au mois de juillet. On aura un premier moment de vérité début du mois d'août pour voir s'il est réactivé ou pas. Et derrière, c'est notre incapacité à stocker pour l'hiver, mais finalement ces stocks, c'est assez théorique. Ces stocks n'ont pas vocation à soutenir en tout cas notre consommation pendant tout l'hiver pour des raisons techniques diverses et variées. Ces stocks sont mis dans le système, je dirais de manière conjointe, à d'autres importations de gaz, à d'autres flux gaziers. On ne peut pas vivre ces stocks. Dans beaucoup de pays, ces stocks nous permettent de tenir 1-2 semaines au grand maximum de donc consommation importante. Stock est un peu trompeuse, c'est-à-dire que... Voilà, donc pour l'instant, c'est qu'on se focalise sur ces stocks, même si on était à 100%. Maintenant, c'est pas pour ça qu'on pourrait aborder l'hiver de manière sereine. Ça veut dire que dans le pire des cas, et Vladimir Poutine, la Russie utilise ce levier énergétique en plein pour l'instant. Imaginons qu'on n'ait pas de gaz russe cet hiver, on serait, et c'est ce qui est prévu notamment dans les plans de contingence en Allemagne, on serait dans un contexte de rationnement, puisqu'il faut, quand je parlais finalement de tempête parfaite en Europe, la France en est l'exemple même. Si aujourd'hui les énergéticiens français demandent à la population de baisser leur consommation, c'est que malheureusement, le parc nucléaire français est également sur certaines implantations en maintenance, n'est pas en mesure finalement de produire autant d'électricité qu'on voudrait. Bon an, mal an, les hivers rudes, beaucoup de pays européens comptaient sur la France notamment pour une exportation d'électricité. Ce ne sera pas le cas cet hiver. La France a déjà averti qu'elle pourrait même devoir en importer. Donc on a ce problème sur le nucléaire français qui fait qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins soutenu. Donc on pourrait arriver à en tout cas à rationner l'utilisation du gaz, et on va rationner chez qui en premier lieu? Dans les grands bassins industriels, les grandes industries. L'industrie, c'est 25% du PIB européen. Dans des pays comme l'Allemagne, l'Irlande, c'est même beaucoup plus. Donc ça pourrait être un choc économique tout à fait significatif pendant un bon trimestre que durera l'hiver. Donc voilà, je pense qu'il faut se rendre compte que ça peut être un choc économique majeur. De manière assez surprenante, la Commission européenne, dans son rapport économique de printemps, estimait que dans ce cas d'espèce du scénario du pire, l'Europe échapperait tout juste à la récession. Mais je trouve que c'est quand même encore pour moi un scénario un peu rose au vu des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui. Là, on parle de scénario, mais alors je ne sais pas si on peut donner un pourcentage de réalisation, mais on parle d'un scénario probable. Il y a quand même malheureusement une forte probabilité de se passer. Encore une fois, c'est plus des menaces. La France est aujourd'hui coupée du gaz russe, les Pays-Bas le sont tout autant. Le flux via le pipeline Nord Stream 1 est vraiment limité. On sait que la Russie et Vladimir Poutine est un brillant stratège. C'est en tout cas cette année qu'il peut utiliser ce levier énergétique pour mettre la pression sur les Européens. Et il semble en tout cas jusqu'ici vouloir le faire. Donc attention à cet hiver. Et je pense qu'il faut... Alors,
Je pense qu'il faut répondre à ces appels des énergéticiens, notamment pour réduire notre consommation. Le think tank Bruegel, notamment, estime que limiter notre consommation en Europe, alors c'est pas simplement baisser le thermostat de 2 degrés dans nos appartements respectifs, mais c'est aussi consentir à des investissements dans nos logements. Mais ça peut compenser au moins la moitié de nos importations de gaz russe. Encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on va faire en un mois ou deux, mais ça peut vraiment faire le job. Donc je pense qu'ici, on doit tous essayer collectivement, en tout cas, de suivre cet appel. C'est à la fois bon par rapport à dans ce contexte de guerre froide, mais c'est paradoxalement aussi bon pour lutter contre le réchauffement climatique, dont on continue de voir jour après jour les différentes manifestations. Alexandre Baradez, alors à la suite effectivement de la situation qui a été très clairement expliquée par Vincent Juvin, alors peut-être une réaction là-dessus, puis moi j'ai envie de faire le lien peut-être avec la difficile tâche de la BCE actuellement. Alors effectivement, on l'a dit en introduction, la BCE ne pourra pas agir sur les prix du pétrole ou du gaz, mais elle aussi doit commencer à remonter ses taux pour se laisser potentiellement un peu de souffle pour pouvoir réagir demain s'il y a une situation économique encore pire que celle qu'on connaît actuellement. Mais qu'est-ce qu'elle peut réellement faire dans un contexte économique comme celui qu'on a aujourd'hui? Elle ne peut pas aller trop vite parce qu'on voit que sur le marché obligataire souverain, ça ne réagit pas très bien. Les spreads qui sont écartés, elle a dû brandir la menace qui mettra dans leur exécution. En tout cas, une équipe était constituée, Eurosystème, BCE, pour mettre en place des outils anti-fragmentation. Donc, c'est une réalité bien concrète. Ça a eu ses petits effets d'ailleurs. Le spread Italie-Allemagne qui était à 2,50 retombe. Il est retombé à 200, oui, c'est ça. Puis on remonte un petit peu maintenant. Mais du coup, on voit bien là aussi, ça ne va pas faire des forces qui s'opposent dans différents domaines. C'est ça, pour l'aspect monétaire, c'est pareil. Si on va trop vite pour lutter contre une inflation très forte à court terme, on va faire éclater les spreads et fragmentation et la crise politique partout, c'est pas tenable. Si on va pas assez vite, mécontentement populaire, problème de stabilité, ça peut avoir des impacts sur les élections, sur les partis ou autres. Donc ça, c'est aussi un risque pour l'homogénéité de la zone euro. À la fois, si la BCE regarde encore une fois ce que le marché pense de ce sera l'inflation sur nos horizons moyen terme, elle n'a pas de raison d'aller à fond non plus. Les swaps d'inflation, 5 ans dans 5 ans, on est tombé à 2,07 je crois il y a quelques jours, on a un petit peu remonté, mais c'est cette ligne que la BCE, elle veut que le marché soit, que l'anticipation d'inflation soit ancrée à 2%. Donc on est monté quand même pas mal au-dessus, on est un petit peu redescendu. On n'est pas en train de dévier complètement de ce niveau-là. Donc ça veut dire que si la BCE regarde ce que pense le marché, si le marché est convaincu que ce que fait la BCE, plus le schéma de récession qui va ensuite faire son travail d'un petit peu de broyage des prix, eh bien ça va aussi. C'est ça aussi, je pense que la BCE joue un peu sur l'aspect des cycles économiques en se disant l'inflation détruit la demande, donc la demande détruite, il y aura des stocks dans les entreprises. On voit aux États-Unis d'ailleurs. Aux États-Unis, c'est un problème bien concret. Il n'y avait pas assez de marchandises à Noël dernier, maintenant il y en a trop. Et donc ça aussi, ça va avoir un effet sur l'inflation, sur les prix. Donc il y a des effets comme ça naturels qui vont se passer, contre lesquels il faut laisser faire. La BCE ne peut rien faire contre le prix de l'essence alimentaire, donc il faut qu'elle se concentre sur l'aspect purement structurel. Et c'est vrai que les hausses de salaire en zone euro, elles sont deux fois plus faible qu'aux États-Unis en rythme de croissance. Donc non, il n'y a pas le fond à la demeure. C'est très impressionnant comme inflation, mais je vais essayer d'être un peu optimiste, mais les banques centrales sont bien plantées dans leur anticipation d'arrivée de l'inflation et de durabilité. Elles peuvent aussi, moi je pense qu'on aura de bonnes surprises. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y aura de la récession qu'on aura ces bonnes surprises-là, mais je pense qu'on peut avoir des surprises meilleures qu'attendues, plus vite que prévu sur le front des prix, mais ça se fera peut-être au prix effectivement d'une récession au S2. Alors une question quand même peut-être un peu naïve sur la BCE, mais on entend effectivement souvent que la Fed ou la BCE regarde avant tout l'inflation, mais il y a quand même cet argument aussi de dire elles agissent pour se redonner les coups des franches le jour où il faudra réagir. Est-ce que là, du coup, la BCE n'aurait pas intérêt à agir plus fort dès maintenant? Oui, disons que la BCE a quand même moins de marge de manœuvre que la Fed. Je vais commencer par là. C'est vrai que la Fed, elle a déjà relevé les taux, le bilan va commencer à partir à la baisse, donc elle est en train de réarmer très clairement. Et en plus, si on prend la taille du bilan de la Fed rapporté au PIB des États-Unis, si vous comparez la Banque du Japon, BCE ou autre, c'est la meilleure élève, la meilleure élève de la classe. En rapport poids-bilan PIB, elle a encore de la marge. Alors que la BCE, on est à 80% du PIB européen. Donc effectivement, la BCE a moins de marge de manœuvre, mais elle aura peut-être... Si elle ne va, elle n'est pas obligée de remonter trop fortement les taux, et elle n'est pas obligée non plus de les on est toujours habitué à des pivots comme ça, des choses assez brutales de banque centrale. Moi, je pense qu'on est dans une ère où justement, il ne faut pas attendre le pivot. Il faut attendre un discours qui va progressivement se lisser, quand on aura 2 ou 3 mois d'inflation qui vont commencer à plafonner. Mais je pense qu'il ne faut plus attendre de pivot de la part des banques centrales. Ça, c'est des schémas toujours un peu extrêmes. Il y avait les tensions interbancaires en 2018, donc pivot de la Fed en 2019, plus les tensions États-Unis-Chine, plus le Covid. Donc ça fait des allers-retours assez brutaux, même pour l'économie.
Et je pense qu'on va avoir quelque chose qui doit être plus normalisé, à la fois sur les budgets des États, ça va aller progressivement sur les budgets, et les banquiers centraux, selon moi, vont s'inscrire aussi là-dedans, quelque chose de plus lissé. Donc, elle n'a pas d'urgence à être trop haut, parce qu'elle n'aura pas d'urgence, je pense, à nouveau mettre la manette à fond, assouplissement dans la foulée. Voilà. Des choses plus progressives. Nathalie Pelleras, vous partagez cette idée aussi que du coup, les retours de balancier ne sont pas forcément la façon dont va réagir la BCE à court terme? C'est vrai qu'en fait, on est habitué depuis plus de 10 ans maintenant à avoir ces perfusions de liquidités. Parce que je pense qu'il faut vraiment dissocier la politique monétaire, j'agis sur les taux, au QE ou réduction du bilan. Qui Bien en sûr. fait, c'est que on l'a découvert à post-2008. En fait, le côté, c'est pas que sur les taux que je joue, je viens acheter sur les marchés. Et donc, ce soutien qu'ont eu les marchés en période très très difficile, que ce soit 2008 ou que ce soit 2020, il était lié à une situation exceptionnelle. Et maintenant, pour les marchés, ça fait partie de l'ensemble en fait des outils dont disposent les banques centrales. Il y a les taux, il y a leurs achats et il y a leurs propos. Est-ce qu'on dit du whatever it takes? Parce que globalement, Madame Lagarde, c'est le whatever it takes en français. Hein. Mais c'est exact. C'est comment, en fait, avec un discours, arriver à convaincre les marchés sans avoir besoin de mettre en place quoi que ce soit. Parce que Draghi n'a rien eu besoin de faire, en fait, au final. Et donc, ça, c'est assez nouveau. On n'avait pas ça avant les années 2000. Il n'y avait pas ces impacts-là de rôle des banques centrales. Donc, c'est vrai qu'au début, on l'a tous cru, en disant, en fait, ils agissent vite. Parce qu'ils sont arrivés trop tard. Ils ont fait leur plan d'expansion, de soutien beaucoup trop tard. Et donc, à un moment donné où l'économie n'en avait plus besoin. Et donc, après, on se dit, ils vont faire en retard. Ils vont trop tard lâcher, réduire leur bilan. Et donc, ils n'auront pas le temps de se constituer des munitions pour quand la cata va revenir. Et donc, les marchés sont déjà en train d'anticiper que les cycles qu'on avait, on se souvient de nos cours, des cycles de 8 ans, 10 ans, c'est devenu des cycles de 5 ans, 3 ans, c'est devenu maintenant des cycles sur une année. Sur une année, quasiment, on a des anticipations de cycles. Et donc, les marchés ont cru, on dit que les banques centrales n'agissaient sur les taux que pour être en mesure de redonner, en fait, des liquidités au marché. Alors que c'est faux. L'injection de liquidités, elle est là pour quand le reste n'a pas fonctionné ou quand il y a besoin d'urgence. La politique monétaire des banques centrales, elle est là quand même par rapport à cette cible d'inflation, par rapport à l'économie. Oui, c'est pas une réaction constante au marché. Exact. Voilà, les banques centrales, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais globalement, elles ont quand même bien manœuvré dans cette crise et sans elles, on aurait été quand même très très mal. Et leur première idée, c'est pas comme certains qui disent c'est pour être élu. Non, pas du tout. C'est vraiment le but n'est pas de se créer de la munition. Le but est de réagir. Là, l'erreur, c'était qu'ils ont agi trop tard. Mais ça, trop tard, on le sait après coup. Un mot quand même de marché, il nous reste 5 minutes, donc on ne pourra pas traiter tous les thèmes dans cette émission. Vincent Juvin, donc je mentionnais en introduction que plusieurs analystes de grandes banques, donc notamment JP Morgan ou Goldman Sachs, annoncent que pourrait y avoir un rebond plus probant du fait justement des marchés financiers, notamment du fait de cette anticipation de hausse de taux moins forte que prévue en juillet vis-à-vis de la Fed, ou le fait qu'on arrive à la fin du premier semestre aussi à fin juin et que du coup il y ait des arbitrages qui soient faits par un certain nombre de fonds de pension américains. C'est un scénario que vous partagez? À moitié. Alors je pense qu'il est encore prématuré de parler de rebond. Je pense qu'il y a un certain nombre de conditions préalables. Je pense que le pic de l'inflation, c'est quelque chose qu'on doit observer. C'est absolument pour moi indispensable. Je pense que la saison de résultats du deuxième trimestre, donc dans lequel on rentre début du mois de juillet, sera quand même aussi importante pour voir dans quelle mesure est-ce que finalement tout ce qui se passe en termes inflationnistes impacte les marges et surtout les perspectives des entreprises. Donc ça, il faudra évidemment bien le voir. Bon, la géopolitique, évidemment, je le cite, mais c'est une évidence. Si une quelconque amélioration dans ce domaine serait évidemment un élément positif. On a au second semestre, c'est vrai, un environnement économique global qui devrait peut-être être un peu plus soutenu. Alors, au risque de récession en Occident, on a finalement une réponse en Asie qui est d'une économie, en tout cas sur la Chine, où on aura sans doute un peu d'accélération, ce qui devrait soutenir l'inflation. Donc ça, c'est mauvais, mais enfin soutenir la croissance parce qu'il y a des investissements qui sont réalisés. Donc voilà, mais encore une fois, inflation et géopolitique sont pour moi deux éléments qui sont quand même un petit peu importants pour un petit peu calmer les marchés jusqu'ici. Et puis on parle quand même beaucoup de récession. Il faudrait qu'on soit quand même un petit peu rassuré sur la nature de cette récession. Aujourd'hui, les marchés ont bien baissé depuis le début de l'année, mais en aucun cas, ils ne price une récession sévère. Si on devait réellement, pour une raison ou pour une autre, en Europe, parce que le robinet du gaz est fermé, aux États-Unis, parce que finalement la Fed a peut-être tardé trop à réagir et qu'on a une récession qui est plus profonde, à ce moment-là, on ne parle pas de rebond au second semestre,
semestre, mais de baisse de 10 à 15% supplémentaires. Alors, même question, Alexandre Baradez, on finira avec vous, Nathalie Pelleras. Du coup, sur je lisais ces analyses qui promettaient un rebond peut-être plus probant. Alors, la question, c'est que veut dire le mot probant, mais en tout cas, un peu plus probant que ce qu'on a pu voir en fin de semaine dernière. C'est un scénario auquel vous croyez, auquel vous accordez une... Non, pour moi, le meilleur des scénarios, ce serait effectivement un peu de latéralisation là, dans les semaines qui arrivent. Si la saison de résultats se passe pas trop mal, si les guidances, ces guidances vont être importantes aussi, parce qu'il y a le résultat passé, puisque l'entreprise projette pour le S2, qui seront aussi importantes que les résultats. Donc, dans le meilleur des cas, on consolide un peu dans la zone actuelle, dans un range de 10% sur les indices, on fait des allers-retours comme ça, et puis vraiment, dans 2-3 trimestres, ça s'améliore un peu et on commence à repartir. Mais le gros risque, c'est d'avoir en fait je sais pas, beaucoup attendent une possible capitulation. Je ne suis pas certain qu'on l'ait en fait, mais ça peut être une dégradation en fait. Si on va vers un schéma économique qui doit ralentir comme ça de manière, avec une inertie qui arrive, etc., on rentre dans un schéma un peu plus, je ne dis pas aussi cassant que la bulle Internet ou aussi avec autant de dégâts, mais un atterrissage qui met du temps à se faire. Et donc ça veut dire on va laguer un peu à la baisse encore sur des 10-15%. Le plus gros est quand même passé, je pense, peu importe le contexte, je pense que le plus gros de la baisse est passé, mais un résiduel de 10 à 15% sur les gros indices US et qui se fait sur 2-3 trimestres un peu lent comme ça, et ensuite plutôt que genre U qui met du temps à redémarrer, un peu encore une fois comme après la bulle Internet, il y avait vraiment un U qui s'était formé très largement sur 3-4 trimestres. Peut-être que c'est vers ça que nous allons. Moi, j'allais plutôt vers ce deuxième scénario-là. Je ne crois pas, en tout cas, le rebond en V me paraît totalement improbable. Au mieux, consolidation zone haute. Et scénario qui me paraît, pas le plus probable, mais quand même, c'est le scénario où ça continue de glisser, pas verticalement, mais on glisse. Voilà, on glisse. Nathalie Pelleras, on finira par vous avec un peu plus d'une minute justement pour réagir à ce scénario optimiste que je propose. Est-ce que vous y croyez ou... Je pense que les rebonds, je suis tout à fait d'accord, les rebonds seront un peu de courte durée. On est sur des rebonds plus techniques. Pour qu'il y ait un vrai rebond fondamental, une vraie tendance haussière, il faut avoir une confirmation de la situation de la visibilité. Donc on n'aura pas ce rebond durable tant qu'on n'aura pas des chiffres d'inflation, comme je le répète, mais qui, de coup sur coup, confirmeront le fait que la politique monétaire, elle a joué son rôle et que c'est contenu. Et que derrière, il y a comme cette demande sous-jacente, elle a les marchés pour dire, OK, j'ai de la croissance, j'ai de la demande, de l'inflation, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a de la demande. Et donc de la croissance, et donc les marchés pourront repartir à la hausse. Mais sans cette donnée-là, parce que ce qui drive les marchés depuis maintenant presque un an, c'est ces chiffres d'inflation et la politique monétaire. Donc, il faut que ces chiffres soient confirmés. Tant que ce n'est pas confirmé, il faut rester très prudent. Merci à tous les trois. On n'a pas eu le temps de parler on a rapidement parlé de la saison des résultats à venir, mais on n'a pas pu rentrer dans le détail. Merci en tout cas Nathalie Pelleras, directrice générale de 4 Points IM. Merci Vincent Juvin, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et merci Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Marché à thème.